Bruno Moncoudiol, bonjour. Bonjour. Vous êtes champion du monde, vous êtes meilleur ouvrier de France en pâtisserie et pourtant j'ai vu que vous aviez un CAP de charcutier. Expliquez-moi un peu votre parcours et cette curieuse transformation de métier. En fait, en sortant de troisième, j'ai commencé par le métier de charcutier traiteur parce que par gourmandise, pour nos pays, nos produits locaux, on va dire. Donc j'ai fait un CAP, un BP, donc 4 ans de formation, et ensuite, j'étais encore jeune, j'avais besoin un petit peu encore d'apprendre. On a toujours besoin d'apprendre, bien sûr, mais je voulais me diversifier. Donc je suis rentré en pâtisserie. Au départ, je ne devais pas rester en pâtisserie, je devais juste passer mon CAP en un an et retourner dans le traiteur. Mais ça a été un peu le coup de foudre avec le métier. J'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes qui m'ont aidé à rester dans le métier, qui m'ont accompagné tout au long de ma vie professionnelle. Donc du coup, j'ai fait mon CAP en un an, j'ai fait mon BTM aussi en 2 ans, donc à l'École nationale de la pâtisserie Saint-Jean. Et ensuite, je suis parti à l'armée. À l'époque, il y avait le service militaire. J'ai connu. Voilà. Et après, je suis pas revenu dans la région tout de suite. J'ai fait un petit peu mon petit tour de France, moi, pour continuer à me former. Alors donc, je suis allé travailler chez des relais desserts et des meilleurs de France, donc sur Metz, sur Rennes notamment. Et après, je suis revenu sur le secteur et puis j'en profitais en même temps pour passer d'autres diplômes pour compléter donc le brevet de maîtrise en charcuterie et le brevet de maîtrise en pâtisserie. Voilà. À part la différence de produits, est-ce qu'on travaille différemment? Il y a des similitudes entre le fait d'être charcutier et d'être pâtissier, ou alors c'est 2 univers complètement différents? Alors, il y a la similitude des fêtes, de la périodicité un petit peu des fêtes qu'on retrouve sur les J'ai envie de vous dire, peut-être pour un fleuriste, c'est la même chose. Oui, aussi, oui, tout à fait. Ouais. Mais après, on a une façon de travailler qui est un petit peu différente, où on va travailler un peu plus de la salaison, on va faire de la cuisine un petit peu minute. Nous, en pâtisserie, on peut s'organiser de la veille pour le lendemain aussi. Donc mais il y a quand même une certaine similitude entre ces 2 métiers. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie finalement on déambule dans les rues et on voit un magasin Bruno Moncoudiol. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'avoir votre enseigne et de créer vos propres, j'allais dire, créations? Alors, depuis que je suis rentré en apprentissage, en charcuterie d'ailleurs, j'ai toujours dit un jour j'aurai une boutique et je veux que les gens viennent chez moi pour mes produits, et puis faire, mettre son identité et son âme dans ses produits tout simplement. Et donc en fait, pourquoi Saint-Étienne? En fait, moi au début, après le MOF et après la Coupe du Monde, en 2006, je voulais juste m'installer. Donc j'ai commencé un petit peu à regarder sur la région Rhône-Alpes sans être trop loin de la famille, parce que c'est important, les racines, n'est-ce pas? Et donc j'ai regardé un petit peu sur Lyon, sur Chambéry, sur Riom, sur Villefranche. Et puis je regardais loin en fait, et puis un jour je me dis, il faudrait que je retourne à Saint-Étienne pour faire un peu le tour des boutiques. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait des maisons emblématiques comme Bagatelle, le LDR, des belles choses, des belles maisons qui avaient fermé. Ouais. J'ai été très surpris de ça. Et quand j'ai fait le tour, il y avait toujours d'autres maisons emblématiques aussi que les Stéphanois connaissent. Et voilà, donc je me suis dit, il y a une place sûrement pour moi. Et voilà, donc je me suis mis à la recherche d'un emplacement, d'un pas de porte surtout. Et je visais surtout la rue Michelet et le quartier Saint-Jacques en fait, d'où l'installation. On a tendance à dire que c'est le plus dynamique, le quartier Saint-Jacques. Oui, c'est le quartier que tout le monde connaît mondialement, on va dire. Ouais. Voilà, la rue des Martyrs. Ouais. Donc pour citer Big Flo et Oli qui la citent dans une de leurs chansons. Et donc c'est une rue que tout le monde connaît, c'est un quartier que tout le monde connaît, et c'est un petit village au milieu de la ville. Et voilà. Donc ici à Saint-Étienne, c'est un point de vente? Uniquement un point de vente, avec du conditionnement et puis du stockage pour tout ce qui est boîtage. Et à Monistrol, c'est un magasin que vous avez aussi avec l'atelier là? Voilà, à Monistrol, on a le laboratoire, c'est ce qu'on appelle l'atelier, et on fabrique là-haut et on livre tous les matins à notre boutique stéphanoise. Alors Monistrol, Saint-Étienne, c'est pas très loin, à vol d'oiseau, on y est très très vite. Est-ce qu'il y a des différences? Votre clientèle est-elle différente? Est-ce qu'on vous demande les mêmes choses, ou alors il y a parfois des demandes différentes, ou alors vous faites des produits différents selon qu'on est à Saint-Étienne ou qu'on est à Monistrol? Alors je ne fais pas de produits différents, on a une gamme qui est identique avec des tarifs identiques sur les 2 boutiques. On a une clientèle différente avec un panier moyen qui est différent, qui est un peu plus faible à Saint-Étienne, un peu plus élevé à Monistrol. Mais on a des clients qui côtoient les 2 boutiques, donc qui connaissent Annabelle ici à Saint-Étienne, et puis nos autres collaborateurs sur Monistrol. Et vous vendez qu'aux particuliers, ou alors vous livrez également des restaurants, vous envoyez des choses par Internet?
On est dans le commerce moderne aujourd'hui. Alors non, je suis pas encore dans le commerce moderne. J'expédie pour des clients qui passent commande, voilà, mais je veux pas développer ce genre de choses. Après, il faut pouvoir avoir la capacité de répondre à des gros volumes et j'ai pas cette capacité-là pour produire déjà. Et puis voilà, j'ai pas forcément envie d'avoir une grosse entreprise. Je veux rester au laboratoire avec mon équipe pour continuer à travailler en fait. Voilà. On va passer au côté économique. Comment ça se passe pour la recherche de fournisseurs? Est-ce qu'on a l'envie d'avoir des fournisseurs pas très loin ou alors par la force des choses, c'est un peu des fournisseurs qui viennent un peu de partout? Alors on a les deux, on n'a pas le choix. Donc on essaye au maximum de travailler avec des produits locaux. Alors, je prends l'exemple du lait, des fruits rouges, la crème, voilà, le beurre par exemple, les produits laitiers. On travaille avec une entreprise qui est sur Issingeau et une autre pour le lait frais sur Monistrol. Voilà, les fruits rouges, en Haute-Loire, on a tout ce qu'il faut. Les pommes, on a ce qu'il faut à proximité. Voilà. Donc, on essaie de travailler au maximum avec ça. Et puis après, il y a d'autres matières, voilà, comme le chocolat, le sucre, où on n'a pas forcément le choix que de travailler avec d'autres fournisseurs spécialisés. On a parlé beaucoup de la montée des prix en chocolat. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment on fait? Et est-ce qu'il y a encore, je sais qu'on en a parlé un peu avant, est-ce qu'il y a encore la possibilité d'avoir des marges intéressantes? Parce que d'après ce que j'ai compris, le chocolat, c'est devenu une folie pour l'acheter. Alors le chocolat, c'est la matière première la plus onéreuse pour le moment et qui a en 2 ou 3 ans a doublé de prix. C'est pas compliqué. Doublé et même plus, non? Voilà, doublé au minimum. Voilà, donc ça devient vite compliqué. Donc nous, on n'a pas eu le choix. Et alors, on parle après des emballages, on peut parler des cartonnages, on peut parler aussi des produits laitiers. Le beurre notamment. Voilà, la veille de la fabrication des galettes, ça va être compliqué aussi parce que ça ne baisse pas. À part les poudres d'amande, les fruits secs pour le moment qui sont à un tarif, on va dire, qui n'ont pas bougé, mais toutes les autres matières premières ont évolué. Donc du coup, on n'a pas le choix que de répercuter dans une moindre mesure, on va dire, la hausse quoi, sur les... Et j'imagine que la hausse de l'énergie vous a aussi fait du mal, comme en particulier. Oui, oui. Alors après, voilà, c'est que nous, après, on a tout électrique, les fours c'est électrique, après on a les frigos c'est électrique, les surgélateurs, voilà, pour la fabrication c'est électrique, la climatisation, enfin, tout est électrique. Et c'est vrai qu'on a vu une flambée aussi de notre facture d'électricité qui était assez importante. Oui. Et justement, alors comment on répercute sur l'étiquette? On essaie de modérer, on se dit il n'y a pas le choix. Comment on fait pour, j'ai envie de vous dire, pour être au bon niveau? Entre pas trop augmenter et pas trop perdre d'argent. Voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué comme démarche parce qu'on n'augmente pas pour le plaisir d'augmenter, c'est pour l'avenir de nos entreprises parce qu'on n'a pas le choix. La survie même. Là, oui, et souvent la survie parfois, et c'est vrai qu'on n'a pas le choix que d'augmenter et il faut trouver l'équilibre. Donc il faut augmenter un petit peu pour pouvoir garder une marge suffisante pour pouvoir faire vivre l'entreprise et puis tout ce qui va autour, les collaborateurs, les fournisseurs et ainsi de suite. Et après, il ne faut pas trop augmenter parce qu'il faut quand même que les clients, parce qu'eux aussi ils ont des augmentations, il ne faut pas l'oublier, on est aussi clients. Voilà, et il faut qu'on trouve aussi l'équilibre sur cette augmentation-là. Donc on coupe un peu la poire en deux entre... notre marge, et voilà, on ne marche pas autant qu'on voudrait, mais voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, 2 points de vente, on a dit, un Monistrol, un à Saint-Étienne. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les tuyaux? Non, il n'y a pas de projet. Dire dans le four. Dans le four, oui. Non, il n'y a pas de projet particulier. On essaie déjà de fournir ces 2 points de vente, de satisfaire nos clients au maximum. Voilà, pour moi, l'objectif quotidien, c'est ça, c'est d'être toujours là pour nos clients et puis de les servir et puis de s'amuser à faire des nouveautés, de s'amuser aussi au labo, ce qui motive un petit peu l'équipe aussi. Et puis c'est bien aussi pour les clients parce que c'est anti-routine. On va finir en passant à table. Quelle est la spécialité de Bruno Moncoudiol? Est-ce qu'il y a une spécialité? Alors on a plusieurs spécialités. On a un petit gâteau qui s'appelle le Mézin. On travaille le marron et la myrtille. On est plein dans la Haute-Loire là. Voilà, Haute-Loire-Ardèche. Donc voilà, on reste un peu dans le local aussi. Et c'est vrai c'est le petit gâteau qu'on vend le plus. Voilà. On a la carte à l'année. Et puis après en spécialité, je dirais qu'on va travailler un petit peu tout ce qui est autour du fruit rouge, les desserts autour du fruit rouge, les confiseries autour du fruit rouge, les fruits noirs aussi, la myrtille et notamment le cassis. Voilà, il y a une saisonnalité des produits là aussi? Oui. Donc on a l'avantage d'avoir des producteurs qui nous récoltent des fruits
pleine maturité et qu'on travaille rapidement. Donc soit on les travaille frais pour faire des tartes par exemple, soit on les transforme en purée de fruits qu'on congèle, et c'est pour ça qu'on peut trouver après pour se faire plaisir. Alors c'est pas la saison des fraises, mais c'est vrai qu'on va avoir une petite bûche à base de fraises. On peut pas travailler que des agrumes, il faut amener un petit peu de fraîcheur et varier un peu les plaisirs. Donc voilà, on peut pas travailler que les fruits exotiques ou voilà, parce que si on veut travailler aussi le local. Des bûches, on revient dans le chocolat aussi. Pardon ? On revient dans le chocolat avec les bûches. Oui, aussi. Oui. Bah là, cette année, par exemple, d'habitude, on fait 2 sortes de bûches au chocolat. Cette année, on n'en a fait plus qu'une, dû au prix, quoi. Voilà. Justement, dans un mois, c'est Noël. Est-ce que c'est la plus grosse période de travail pour vous, le plus gros enjeu, même, j'ai envie de vous dire ? Oui, bah nous, c'est la plus grosse période. Après, c'est Pâques. Après, c'est la fête des mères. Voilà, et après, nous, la saison des mariages, des communions, tout ça. Donc, on participe à la vie des gens sur l'année. Mais oui, nous, Noël, il ne faut pas qu'on rate Noël, quoi. Voilà. En même temps, je dirais que c'est une valeur sûre parce que tout le monde reçoit, tout le monde veut partager un bon moment en famille ou entre amis. Et du coup, les gens sont peut-être un petit peu moins regardants ou se lâchent un petit peu plus ou ont envie de partager. Donc, du coup, voilà, pour nous, c'est une valeur sûre. Une question technique que je me pose toujours, comment vous faites pour prévoir, parce qu'on est dans le produit frais, pour prévoir la quantité de choses à produire et de faire en sorte qu'il n'y a pas trop de choses qui ne se vendent pas ? Et ben, c'est le plus dur en fait. Donc c'est pour ça que parfois on n'a pas forcément toute notre gamme en vitrine, on n'a pas forcément quand les clients arrivent, parfois il y a un dessert qu'on n'a plus parce qu'il est plus parti et on ne peut pas refabriquer comme ça dans l'urgence. Donc on essaie de gérer au maximum. Il faut trouver l'équilibre entre ce que le client, le soir, il a encore des desserts, un peu de choix, mais qu'il n'en reste pas trop. Donc voilà, il faut trouver cet équilibre-là. Sur les saisons, sur une année, est-ce que vous voyez des différences ? Une année, il y a peut-être plus le fruit rouge, une année, il y a peut-être plus le chocolat. Et si c'est le cas, comment vous l'expliquez ? Alors, j'avoue que je ne fais pas forcément attention à ça. Quand on fait des nouveautés, par exemple, ou quand on fait des desserts, on essaie toujours de ne pas faire de doublons. Donc on essaie d'avoir une régularité ou un équilibre, je sais pas comment on peut dire, entre le chocolat, les fruits. On essaie toujours de travailler dans cet esprit-là, en fait. Et quand il vous reste des gâteaux, ça se passe comment ? On les recycle pas ? Comment ça se passe ? Eh ben, on essaie de limiter la casse. Ouais. Voilà. Après, il faut savoir qu'on a des desserts qui sont faits pour être gardés 2 jours. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on fabrique. On préfabrique des choses avec des croquants, des biscuits, des choses qui se conservent. Et après, on fait au dernier moment le coulis, la mousse pour pouvoir garantir une fraîcheur optimum, quoi. Dernière question, le fait d'être meilleur ouvrier de France, le fait d'être champion du monde de pâtisserie, ça change quoi dans votre métier ? Alors, pour le début, pour moi, le MOF, ça a toujours été un rêve d'apprenti. Et voilà, donc... c'est un honneur, là, plutôt, non ? Là, c'est une reconnaissance de notre métier, des professionnels de notre métier. Voilà. C'est un aboutissement et aussi un point de départ. Voilà, c'est un aboutissement d'apprenti, mais c'est un point de départ au niveau professionnel. C'est comme ça que je le vois. Après, c'est le regard des gens qui change un petit peu. Ouais. Alors, en bien et aussi en moins bien, parce que voilà, il y a des gens... On est jalousé, non ? Comme quand on réussit, quoi, c'est français, entre guillemets, si je peux me permettre. Mais voilà, la réussite dérange en France, et voilà. Et donc après, il y a des gens qui viennent chez nous parce qu'ils voient marque numéro de France sur la vitrine, et pour eux, c'est un gage de qualité. Et il y a des gens qui viendront jamais, parce que j'ai entendu en passant devant mes vitrines, en disant, ici, c'est pas pour nous, alors qu'on est dans un très bon rapport qualité-prix, et je pense que sur Saint-Étienne ou Monistrol, on est dans les moins chers, quoi. Voilà. Donc on essaie toujours de rester dans le rapport qualité-prix, mais les gens regardent pas ça. Je ne sais pas si c'est de la jalousie, de la haine. Est-ce que ça veut dire que c'est un défaut de communication finalement ? Je ne sais pas si c'est un défaut de communication parce que je ne communique pas forcément beaucoup dessus. Je ne mets pas en avant. Je ne me présente pas en disant Bruno Moncoudiol, numéro de France. Non, je me présente comme Bruno Moncoudiol, pâtissier, souvent. Et voilà, donc après, c'est pour ça que le regard des gens a changé, oui. Le regard a changé, voilà. Avant de vous laisser retourner dans votre atelier et faire de beaux gâteaux, dans quelques jours, dans quelques semaines, il y a Noël. Qu'est-ce que vous nous conseillez de déguster ? Eh bien, il faut profiter des bûches parce qu'en fait, on se casse la tête en fait, chaque année à faire 5 nouveautés en bûche qu'on ne retrouve pas. C'est des recettes que vous ne retrouverez jamais. C'est des recettes uniques, quoi. Uniques. Et après, on change. Alors, ça nous demande beaucoup de travail en amont, parce qu'après, il faut précommander la matière première pour répondre aussi à une question précédente, pour pouvoir
précommander notre matière première pour faire un certain volume. C'est pour ça que parfois, on peut ne plus avoir de certaines bûches. Ça c'est lui arrivé déjà. Voilà. Mais voilà, priorité aux bûches parce que c'est les desserts du moment que vous trouverez qu'à ce moment-là. Et puis après, il faut se faire plaisir parce qu'après, on a plein d'autres choses. On a des chocolats, on a des confiseries, on a des biscuiteries, on a de la glace. Donc, on a un choix très très large de produits et de gourmandises à partager. Donc, il faut manger avec modération aussi, sinon les kilos... Oui, alors après, ça, on se cache... c'est pas pire que de manger des barres de céréales industrielles qui sont saturées de matières grasses et de sucre. Voilà, nous, on travaille des belles matières premières, donc je pense que du bon, ça fait jamais du mauvais. C'est jamais mauvais, donc voilà, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Il vaut mieux une bûche glacée ou une bûche pâtissière? C'est selon les goûts, selon les envies? Oui, alors c'est vrai que nous, on reste sur les entremets glacés, mais on accepte... On reste... Moi, je trouve que la bûche pâtissière, c'est quelque chose qui est plus simple à déguster. Et puis, on peut l'accompagner. Voilà, la glace, est bien aussi en fin de repas. Mais une bûche pâtissière, elle doit être légère aussi en fin de repas. Et l'échéance après Noël, si j'ai bien compris, c'est Pâques. Est-ce qu'on est déjà en train de se projeter sur Pâques? Non, pas encore. On va se projeter d'abord sur les galettes. Donc, oui. Voilà, sur le courant janvier, parce qu'en fait, là, on fait le réveillon de la Saint-Sylvestre. Et le week-end d'après, il faut qu'on ait les galettes. Vous mettez des fèves particulières, non? Oui, alors cette année, chaque année, pareil, on change un peu notre collection de fèves, parce qu'il y a des collectionneurs de fèves. Voilà, et puis nous, ça nous permet aussi de voir un peu les nouveautés. Et donc, on a la fève, on a la couronne et l'emballage qui va avec, qui est à thème. Cette année, on va travailler sur le champignon. Voilà, donc on a des petites fèves sur le champignon. Et puis on va revoir un petit peu notre recette de galette, voilà, pour la faire un petit peu plus légère, voilà, un peu plus fine, voilà, pour qu'elle soit plus croustillante aussi. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, je pense et j'en suis presque sûr, les Stéphanois adorent les galettes des rois, donc ils peuvent venir chez vous à la consommer, l'acheter et la déguster. Voilà. Même si vous êtes meilleur ouvrier de France, ça n'a aucun non, c'est une galette, problème pour manger une galette. Non, faut pas, faut pas que ça bloque, il faut découvrir, il faut passer au-delà de ces mots. Et voilà, mais si c'est marqué meilleur ouvrier de France, on n'est pas le meilleur, on est un des meilleurs. C'est chaque année ça en plus? C'est tous les 4 ans. Tous les 4 ans. C'est tous les 4 ans et on n'est pas le meilleur parce que le vrai titre, on dit toujours meilleur ouvrier de France, mais le vrai titre, c'est un des meilleurs ouvriers de France. Parce que moi, en 2004, par exemple, on était 7 à être reçus. Voilà. Et je vois, vous avez le bleu, blanc, rouge autour du cou. On peut le porter à vie, ça, du moment qu'on a été? C'est un titre qu'on a à vie, oui. Ouais, tout à Très fait. bien. Écoutez, voilà. Je vous remercie pour ce tour d'horizon pâtissier. On va se mettre à table, j'ai envie de vous dire. Merci. Merci à vous, Bruno Moncoudiol, et au plaisir de vous recroiser. À bientôt, au plaisir.